on va passer à aller sur le métier, puisque maintenant que tout ça a été posé, on voit bien ce qui se dessine quand même. Donc on voit un petit peu ce qui est en train de se dessiner. Donc avec mon solo mot, là, vous voyez bien que les attendus de l'apprenant, ça dit des choses autour de la posture, ça va dire des choses autour du métier aussi. Donc là, je veux juste, en introduction de ça, rappeler juste une petite chose. Oh, joli petit effet de style de mon PowerPoint, voilà. Alors, on va. Euh, alors, juste une petite. Oui, je vais juste, avant de faire ça, je vois une question qui est très importante et vous faites bien de le souligner. Vous n'avez pas abordé les prérequis à maîtriser. Alors, les prérequis à maîtriser pour les apprenants, effectivement, bah, c'est des prérequis autour du numérique. C'est vrai qu'il y a un vrai danger derrière tout ça et il ne faut pas le négliger. Et ça, c'est un vrai prérequis, c'est quand même la capacité de pouvoir utiliser le numérique de façon minimale, c'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens parmi vous aujourd'hui qui n'avaient jamais fait de classe virtuelle, pour autant vous pouvez participer, c'est-à-dire le chat est quelque chose d'assez facile à... Mais il y a effectivement un vrai besoin quand même, et ça c'est très important, notamment pour certains types de populations, c'est pas toujours évident d'avoir accès au numérique, c'est pas toujours évident d'avoir un mail, une adresse mail. Aujourd'hui, sans adresse mail, c'est très compliqué d'apprendre à distance, il faut être clair, ou alors il faut faire des systèmes de centres de ressources numériques. Je pense notamment, je vois en Basse-Normandie où il y a les EPN, des choses comme ça. Il faut mettre en place, et ça c'est aussi pour répondre aux besoins de sécurité, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, si ce besoin-là n'est pas couvert, n'espérez pas avoir des gens qui participent, des gens qui sont actifs, des gens qui apprennent à distance en auto-formation, etc. Ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que le besoin de sécurité dans le processus d'apprentissage soit couvert. Donc les moyens technologiques doivent être maîtrisés. Ça, c'est tout à fait, effectivement, oui, c'est bien la question de... Vous avez raison de souligner, c'est tout à fait ça, ce que vous appelez, effectivement, ce qu'on appelle la littératie numérique. Et ça, c'est un vrai besoin parce qu'il faut que ça soit organisé, structuré pour que l'apprenant puisse faire son apprentissage dans de bonnes conditions. Ça, c'est indispensable, effectivement. C'est important, ce point-là est effectivement important. Alors, on va passer à la partie du métier en tant que tel. Alors, on l'a vu, c'est enseigner, former. Alors, il y a une dimension qui tente, guider a toujours été présent dans le métier du formateur, toujours. Et je crois que la guidance, l'approche de la guidance en matière de formation à distance est encore plus vraie aujourd'hui qu'hier. Et qu'elle est peut-être à réinvestir. Non pas qu'elle n'ait pas été investie du tout. Le tutorat, c'est pas d'hier, et le tutorat dans des dispositifs présentiels, il existe aussi, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a matière à développer cette guidance-là, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites notamment autour du plan motivationnel, autour de la dimension métacognitive et de la dimension socio-affective. La guidance, rassurer par exemple tout au long du parcours, s'assurer avoir une démarche proactive vis-à-vis de l'apprenant, ça me paraît extrêmement important. Et voilà, c'est important d'avoir cette. Quand on est en présentiel, souvent, on sait qu'on revoit l'apprenant la semaine prochaine ou dans, etc. Ou voilà, qu'on le voit demain et que s'il y a des questions, elles vont revenir. On va faire une activité qui va permettre à chacun d'exprimer les choses, etc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que demander est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour un apprenant. Le processus d'aller vers le formateur pour demander, pour voilà, parce qu'apprendre, c'est aussi être un petit peu en fragilité par rapport à ses propres compétences, etc. Donc, c'est pas forcément naturel. Si on a le formateur à côté de soi, c'est beaucoup plus facile et naturel. Lorsqu'il est à distance, c'est une démarche qui n'est pas toujours évidente. On a souvent tendance à essayer de se débrouiller par soi-même. Alors, vous allez me dire pourquoi pas. Mais voilà, attention à ça. Et je pense que la dimension de la guidance, elle est à réexploiter. Alors, vous voyez mon petit schéma en bas, là, et je vais passer la main après à Jean-Jacques, mais mon petit schéma en bas, c'est
Plan cognitif, quand on est en processus blending, tout ce qui est autour du numérique en formation, on se rend compte que au niveau du formateur, ce plan-là, il est un peu moins investi. C'est-à-dire qu'on a préparé beaucoup de choses en amont, on a créé des ressources, on a médiatisé des ressources, on a préparé on a donné des liens pour aller vers des ressources complémentaires, on a fait étudier au préalable. Bref, dans la relation, dans le processus d'apprentissage, cette dimension-là est moins présente. Enfin, elle n'est pas absente, mais elle est un petit peu moins exploitée. Sur l'aspect motivationnel, vous allez me dire pourquoi j'ai réduit un peu. Ben parce que oui, c'est très présent et c'est très important, le processus motivationnel. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce n'est pas tout à fait le même que le processus métacognitif. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est de donner les moyens. On ne va pas forcément agir autant sur la stimulation de l'apprenant. On ne va pas toujours être derrière son apprenant, parce que si on est toujours derrière son apprenant, c'est contre-productif en formation à distance. Il faut être là, il faut être présent, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir être proactif, mais il ne faut pas tomber dans la pression permanente. Hein. J'ai vu des fois des tuteurs qui envoyaient des mails à chaque fois que quelqu'un n'avait pas fait voilà, l'activité exactement au moment où elle était prévue dans le parcours star. Il faut faire attention. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu plus délicat au niveau du plan motivationnel. Par contre, on augmente l'impact, le travail sur l'aspect métacognitif, c'est-à-dire donner les moyens à l'apprenant de savoir où il en est, de savoir comment il doit s'y prendre, de savoir tout ce qu'il a à portée de main, tout ce qu'il peut utiliser, toutes les ressources possibles, de l'aider à se guider, de l'aider à mesurer son avancement, etc. Et sans oublier la dimension socio-affective qui est extrêmement importante dans un processus d'apprentissage, autour notamment, ben, le risque d'abandon, il existe. Il existe parce qu'on peut se sentir isolé, hein, clairement. Et donc ça, c'est important de le faire vivre. Alors comment? Communauté de pratique. Bon, ça, je vais laisser Jean-Jacques nous expliquer comment. Bien sûr, Jean-Jacques, je te laisse la parole sur ce comment. Merci Samuel. Donc effectivement la transition qui peut surprendre quelque part, hein, c'est plus on est distant, c'est un peu une de mes croyances que je me suis forgé, hein, et plus il faut être proche, hein, plus on est distant de l'apprenant, bah, plus il faut être proche de lui. Et donc ça va nous permettre peut-être d'envisager quelques développements de compétences et quelques évolutions possibles du métier de formateur. Or, le proverbe, hein, c'est un proverbe blague en fait, c'est pour faire de la publicité de cette merveilleuse vallée du chiffre. Impact, impact de la digitalisation, hein, sur le métier de formateur. Ben, bien évidemment, on va retrouver un impact puisqu'on va parler de on a posé la structure relationnelle, la structure et le processus relationnel. Donc l'impact se fait à la fois sur l'aspect communication, puisque cette communication se transforme d'une communication face à face à une communication à distance, et bah, sur l'aspect relationnel, bien évidemment, puisque je n'ai plus mon apprenant face à face, mais je communique avec mon apprenant et mon équipe d'apprenants, etc., avec le collectif qui s'est mis en place par rapport à cet objectif global de formation. Alors communication, ben oui, il y a un impact, bien évidemment. Et là aussi, ben, en tant que formateur, ben, il y a un petit développement de compétences peut-être à faire dans le domaine de la communication. Alors la communication face à face, elle est simple, hein, où on communique avec une autre personne au travers des canaux de communication. Alors ça va me permettre de me faire une question, de réveiller peut-être certains. Donc il y a la communication verbale, hein, les mots, bien évidemment. Il y a la communication visuelle non verbale. Et il y a une troisième communication qui est la communication à travers le canal. J'attends la réponse de certains, les plus rapides, qui vont gagner toute ma reconnaissance. Canal visuel non verbal, canal verbal, et en communication, le troisième canal s'appelle le canal. Alors, personne ne répond ou personne n'a envie de répondre. C'était Ah, ça simplement c'est pour moi. faire donc la transition, ça arrive.
Canal écrit. Alors le canal écrit est un canal, bien évidemment, qu'on utilise, et c'est d'ailleurs bien de le signaler ici. C'est pas celui-là que je voulais faire apparaître, mais il est extrêmement important puisque c'est un axe que l'on va retrouver, un axe de développement que l'on va retrouver au niveau de la communication. Canal verbal, D'accord. oui. Donc canal démo, mais qu'est-ce qui va nous rester comme canal? Eh oui, merci Patricia. Effectivement, c'est un canal que l'on oublie souvent, hein, qui est le canal qu'on utilise tout le temps, bien évidemment, puisque lorsque je communique avec quelqu'un, je communique à travers ces trois canaux de communication. Eh bien, c'est le canal paraverbal, hein. Et ça, en communication, ben, on sait que, ou on ne sait pas, mais tout le monde à peu près, en tant que formateur, a vu passer ce message-là, cette interrogation-là, justement, quel est l'impact total des mots pour un message donné, l'impact de la façon dont ces mots sont exprimés, c'est-à-dire là quel est l'impact du canal paraverbal, hein, le monde de l'intonation, du volume, du débit, etc. Et puis quel est l'impact des signaux non verbaux visuels, hein, en pourcentage. Donc là, on ne va pas faire le sondage, hein, on n'est pas dans une formation, on est dans un webinaire, mais c'est simplement pour rappeler le fait que dans une communication donnée, eh bien, le champ le plus important, c'est le canal non verbal. Ah, c'est la présence du formateur, bien évidemment. C'est là le formateur en face à face va mieux communiquer et va avoir le feedback, hein, de ses apprenants en temps réel sur la perception qu'ils ont du message transmis. Il y a ensuite le canal paraverbal, et c'est là que je voulais mettre l'importance, en fait, hein, c'est 38% là, de l'impact au niveau du canal verbal. Et puis le canal verbal, on voit, il est bien sûr évidemment important, hein, puisque les mots sont quand même ce qui arrive et ce qui nous permet aussi d'avancer dans la compréhension mutuelle. Mais malgré tout, on va dire que c'est quand même relativement réduit par rapport aux deux autres canaux. Et si on fait donc la transposition sur le monde de la communication, eh bien à distance, eh bien la plupart du temps, dans un monde où effectivement on est distance sans webcam, mettons, eh bien l'impact du paraverbal est extrêmement important. Tout ceci pour dire, eh bien que au niveau développement des compétences, alors on va pas parler de métier, bien évidemment, de communicant, métier communicant, mais en tant que développement de compétences, eh bien il y a un travail à faire en communication à distance. C'est un travail sur la communication orale, sur la prise de conscience de sa voix, en fait, hein, de quel est mon impact, en fait, au travers de mon canal paraverbal, et comment je peux développer ce canal-là, parce que justement, le canal paraverbal est le canal qui transmet aussi les émotions. Le non-verbal, le visuel, bien évidemment, transmet les émotions, hein, mais le canal paraverbal, lui, vient renforcer ce transfert d'émotions. Et donc, va bien au-delà des mots du canal verbal. En développement de compétences, donc il va falloir revenir sur certaines basiques. Développement de l'écoute. Bon, en général, en tant que formateur, on a cette capacité d'écoute de nos apprenants face à face. Je dirais, en communication à distance, il va falloir renforcer encore cette écoute, l'écoute de l'individu, de l'apprenant et l'écoute du groupe au niveau du travail. Et puis, on va dire les techniques de communication classiques, traditionnelles pour développer sa communication, eh bien, on va les utiliser aussi. Et je pense surtout au questionnement et je pense surtout aux techniques de reformulation. S'assurer de la compréhension mutuelle avec son apprenant. Les techniques de reformulation sont excellentes pour développer ses capacités. Donc là, on est sur les capacités relationnelles distantes. Le silence va être quelque chose d'extrêmement important en formation. J'utilise le silence en classe virtuelle. Alors, on dit que c'est un aspirateur, quelque part, une ouverture sur la prise de parole de ses apprenants. Et puis, eh bien, lorsqu'on veut mieux communiquer au sens large, on va appliquer des techniques de synchronisation, référence la PNL. Eh bien, là aussi, on va essayer d'appliquer ces techniques de synchronisation. Et la synchronisation, on va essayer de la développer au niveau toujours pareil, non pas du visuel parce qu'il va être moins présent, mais au niveau du canal paraverbal. Donc, on va être à l'écoute en tant que formateur du paraverbal de ses apprenants pour pouvoir justement mieux communiquer avec eux. Et communication écrite ne fait pas partie des trois canaux qu'on utilise en communication orale, mais la communication écrite devient prépondérante en communication à distance. Les outils numériques, eh bien, on communique au travers de l'écrit. Et effectivement, lorsqu'on anime des forums, lorsqu'on anime des wikis, lorsqu'on anime des blogs, lorsqu'on fait du chat, eh bien, on est en communication écrite. Et donc là aussi, eh bien, au niveau développement des compétences, on a un axe de développement pour le formateur à distance.
Évolution du métier, donc au travers un petit peu de l'interrogation, de la mise en forme d'un parcours de formation distant, e-learning, etc. Donc utilisant les outils de ce qu'on appelle des NTIC, hein, on prononce le mot, hein, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc là, j'ai distingué deux phases, la phase amont et la phase aval. La phase amont du dispositif de formation et la phase aval. Donc pour ce qui est de la phase amont, ben, il y a un petit changement et là aussi on peut s'interroger et on pourra discuter de ça à la fin. Je pense que il y a une dimension qui arrive, c'est la dimension projet, qui était peut-être moins marquée pour une formation traditionnelle en face à face où on devait concevoir son dispositif de formation à partir de ses objectifs locaux de formation. La personne qui va mettre en place, qui va concevoir le dispositif de formation, se retrouve en interface de multiples parties prenantes. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un monde de projets, en fait. Hein. On va retrouver bien sûr le client, on va retrouver tout un tas de personnes avec des fonctions diverses et variées. Je ne vais pas pouvoir, moi, en tant que formateur, avoir toutes les compétences possibles pour développer ce dispositif de formation. Je vais avoir besoin d'un scénariste, je vais avoir besoin d'un concepteur multimédia, je vais avoir besoin peut-être d'un ingénieur ou de plusieurs ingénieurs spécialisés en pédagogie à distance, etc., etc. Donc on est vraiment dans un dispositif où le formateur, je suis de moins en moins seul. Donc là, s'il y a quelque chose à développer dans le domaine des compétences, eh bien c'est bien une compétence de chef de projet. Alors pour moi, ça me paraît extrêmement important que de pouvoir développer cette compétence chef de projet. Alors c'est une compétence, est-ce que c'est un métier? Je pense que oui, c'est un métier au niveau du design de formation dans le domaine de digital. Donc c'est une possibilité d'évolution en tant que formateur. C'est de pouvoir effectivement être à même de comprendre toujours pareil les objectifs de formation, les fameux OGF, et ensuite de pouvoir les transformer sur le champ de comment je vais pouvoir définir tous mes objectifs pédagogiques et la façon dont je vais pouvoir les transférer dans le monde digital pour définir mon dispositif de formation. Comment je vais utiliser les outils possibles à disposition de ma plateforme collaborative ou de tel outil à définir en fait. Hein. Donc ici, on est vraiment dans un monde projet avec une certaine forme de complexité. Hein. Nous sommes vraiment dans la complexité d'un projet avec de l'inconnu. Et puis avec, bien évidemment, tout ce qui va avec, une planification, un budget, une équipe, donc une équipe pluridisciplinaire, donc vraiment une posture de chef de projet. Et je pense que ça, et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont ici présents, qui ont déjà cette casquette de chef de projet, s'ils sont déjà en place pour développer des dispositifs de formation. Phase aval. Donc on est dans la phase effectivement où, on va dire simplifier phase aval, je simplifie ici déroulement du dispositif de formation, où on s'aperçoit que moi le formateur qui suis ici en rouge, je ne suis pas en relation directe avec mon apprenant ou mon groupe de travail, mais que je suis en interface d'un dispositif de formation et que le dispositif de formation est au cœur un petit peu du dispositif formateur, apprenant, groupe, compétences à développer, etc. Et donc on va retrouver ce dont on parlait tout à l'heure, cette posture de tuteur qui devient de plus en plus prépondérante et qui peut être en fait un métier à part entière. Soit je peux le voir en tant que développement de compétences, soit je peux le voir en tant que métier à part entière. Tuteur d'un dispositif de formation en fait. Hein. Moi, on retrouve des compétences qui sont à développer. La compétence que je mets souvent en avant, c'est au service d'eux. Et au service d'eux, c'est pratiquement la définition d'un leader, quelque part. Un leader se retrouve au service d'un groupe. Eh bien moi, ici, en tant que tuteur, je me retrouve au service d'un groupe d'apprenants. Hein, et je me retrouve au service d'un apprenant, ou je me retrouve au service d'une équipe. Donc je vais pouvoir définir avec l'apprenant, avec les apprenants, eh bien, les différents objectifs. Je vais pouvoir définir le plan, ou co-définir avec lui, comme disait tout à l'heure Samuel, le plan, le dispositif qui va permettre d'atteindre l'objectif global de formation en fonction du dispositif à disposition. Voilà. Donc c'est des rôles de conseil, c'est des rôles de soutien, etc. Je dois être à même d'accompagner, je dois être à même de donner du feedback, je dois être à même de motiver. C'est tout
on va dire, des compétences qu'on retrouve sur le tuteur. Et sur le monde du tutorat, c'est un monde extrêmement large en fait, hein. Et ce tuteur doit être défini en amont. Quel est le rôle du tuteur dans la phase de déroulement du dispositif de formation? Développement de compétences, plus on est loin, plus il faut être proche. C'est là aussi je mets en avant la compétence de coaching. L'accompagnement, eh bien je vais pouvoir être plus à l'aise en tant que formateur si j'intègre aussi une compétence de coaching. La compétence de coaching, elle est double. Coaching individuel, accompagnement individuel, ou coaching de groupe. Accompagner l'apprenant dans sa problématique d'acquisition de connaissances, savoir-faire, savoir-être, compétences, etc. Et accompagner aussi le groupe d'apprenants au niveau de la cohésion d'équipe. Et je reviens sur cette cohésion d'équipe et j'en prends le nom d'équipe cette fois-ci, parce que c'est dans le temps, c'est dans la durée. Et mon groupe de personnes, sur 2 ou 3 mois, peut se transformer réellement en équipe, avec du partage, avec de la collaboration, avec de la coopération, avec de la solidarité au niveau des membres. Et un des rôles de coaching, développement, c'est s'intéresser effectivement à ce phénomène de sentiment d'isolement, par exemple, développer le sentiment d'appartenance. Ce sont toutes des choses effectivement qu'on est amené à travailler lorsqu'on développe des composantes, on va dire, d'accompagnement individuel ou de groupe, que je mets sous le vocable de coaching. Et dernièrement, en tant qu'évolution, je mettais en avant effectivement, donc j'ai parlé d'aspect individu, j'ai parlé d'aspect groupe de façon très rapide, équipe, et puis aspect réseau, quoi. L'individu, l'apprenant fait partie d'un groupe d'apprenants, le groupe d'appartenance, ça fait partie d'un réseau. Et là, on va retrouver ces notions. Je vais peut-être plus être le tuteur, alors je peux le mettre sous le métier de tuteur, hein, bien évidemment, mais cette notion de community manager. Je me retrouve avec un rôle d'animation de réseau. Parce que ce qui est intéressant, c'est quoi? Eh bien, c'est que le partage, l'échange se fasse au niveau des apprenants. Moi, je suis au service d'eux. Moi, je suis le guide d'eux, comme disait Samuel. Je ne suis pas là pour former, je suis là pour faire en sorte qu'émerge en fait un apprentissage au travers du réseau qui est en place, et d'où aussi une nouvelle posture qui me paraît intéressante à développer, qu'on retrouve déjà au niveau des comités de pratique au niveau de l'entreprise, et qui me paraît un point intéressant à évaluer pour aussi l'évolution possible de formateur.